Mesdames, Messieurs, vous regardez Africa Today Télévision. Merci de cette fidélité. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les travaux de la session ordinaire des lois se poursuivent à l'Assemblée nationale. Hier lundi, les députés ont débattu de 2 projets de loi. Il s'agit de celui sur la convention relative à l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports et de services, de passeports diplomatiques et de services entre la Guinée et la Chine, ainsi que le projet de loi sur le code des collectivités locales en Guinée. Malgré les tractations pour la meilleure compréhension de tous, les travaux se sont soldés sur une note de satisfaction. Oumar Sow. Il aura fallu plus d'une demi-heure de contradiction entre les députés autour de la relecture consacrée à l'examen et à l'amendement du texte sur le code des collectivités avant d'arriver à un consensus. Celui-ci avait pourtant déjà été adopté par la majorité des élus du peuple. Une polémique due notamment à l'absence du ministre de l'administration du territoire malade qui est concerné par cette loi. Pour la plupart des mandats du peuple, il est incorrect de procéder à un nouveau vote autorisant à apporter des corrections sur ce code des collectivités sans la présence du ministre qui doit répondre à un certain nombre de questions. Pour le rapporteur de la commission des lois, les amendements formulés concernent l'ancien code des collectivités et non pas le code des collectivités locales adopté par l'Assemblée nationale transmis pour promulgation. Il y avait 2 petites questions de forme, notamment la délégation est nommée, qui a été remplacée par les membres de la délégation sont nommés, l'entretien des lampadaires qui a été remplacé par l'entretien des équipements publics. Voilà des corrections, en tout cas qui ne pouvaient pas nécessiter la saisine de l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Donc on s'est demandé pourquoi le gouvernement de la République a encore saisi l'Assemblée nationale. Pour la ministre des Affaires étrangères, concernée elle par le 2e projet de loi, l'exemption de visa diplomatique et officiel entre la Guinée et la Chine s'avère nécessaire. En ce sens, selon Makale Camara, les 2 pays entendent nouer de bonnes relations dans le domaine du développement économique. L'importance que ça revêt pour le cadre guinéen, pour le fonctionnaire guinéen, pour l'État guinéen, est que nous puissions avoir, n'est-ce pas, des séjours entre les 2 pays concernant la négociation, concernant les études, concernant la faisabilité, concernant la mise en œuvre des accords généraux, globaux, économiques que nous avons déjà signés et élaborés. Vu l'impact positif que cela peut apporter à la Guinée pour l'amélioration du climat des affaires, les présidents des groupes parlementaires ont appelé à leurs collègues députés à un vote à l'unanimité, ce qui fut fait par l'ensemble des députés qui ont répondu présents. Parlons santé dans cette édition. Les autorités guinéennes viennent de bénéficier d'un nouveau don de la Fédération de Russie à travers Russal Guinée, composé de consommables et de matériel de laboratoire. Ce geste devra permettre de booster les activités du laboratoire de diagnostic des maladies infectieuses et dangereuses de Kindia pour une lutte efficace contre les épidémies en Guinée et même dans la sous-région. Alcénie Diallo. Encore un geste humanitaire de la Fédération de Russie vis-à-vis de la Guinée. Cela matérialise les bonnes relations de coopération entre les 2 États. Ce mardi, ce sont des réactifs et du matériel de laboratoire que la Russie a offert à la Guinée. Ces équipements sont destinés au laboratoire de diagnostic des maladies infectieuses dangereuses qui a été construit par Russal à Kindia en vue de permettre aux spécialistes guinéo-russes de travailler dans l'intérêt des 2 nations. Aujourd'hui, nous avons reçu 2 types de colis. Premièrement, ce sont des équipements nécessaires pour le travail du laboratoire. Et la deuxième partie, elle consiste à l'aide humanitaire qui est composée de médicaments consommables et tous les objets nécessaires pour le fonctionnement de l'hôpital. Et cette partie du colis sera remise à un hôpital guinéen. Cette aide fait suite à la signature du protocole d'accord entre les 2 nations en mars dernier et le directeur général de l'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée, IRBAG, n'a pas manqué de remercier les donateurs au nom du ministre de l'Enseignement supérieur. Professeur Yero Boaro a également gratifié son partenaire de terrain Russal Guinée sans lequel ce laboratoire n'allait certainement pas voir le jour. Nous voulons remercier également les spécialistes
de haut niveau de la Fédération de Russie qui forment les Guinéens sur place, mais aussi en territoire de la Fédération de Russie. Que nos partenaires de terrain, je veux parler de Roussal, qui nous accompagne. Roussal est devenu un des acteurs importants dans l'aide dans les domaines sociaux et tous les aspects sanitaires. Roussal est devenu aujourd'hui le partenaire privilégié du Centre de recherche en biologie appliquée de Guinée que je dirige. Qu'ils soient donc remerciés ici et aussi à leur siège à Moscou. Le laboratoire de diagnostic des maladies infectieuses dangereuses est doté d'équipements de dernière génération selon les autorités russes. Des équipements qui propulsent aujourd'hui ce centre de recherche au rang international. C'est pourquoi l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée et en Sierra Leone invite tous les pays africains à venir désormais à Kindia pour diagnostiquer toute maladie infectieuse. N'hésitez pas de vous adresser au laboratoire de Kindia. Les spécialistes guinéens et russes sont toujours prêts à vous aider. Et ce n'est pas la peine d'envoyer les échantillons au-delà de l'océan, au-delà de l'Europe, etc. Ici, en Afrique, Kindia, c'est ça l'adresse. Et je me réjouis encore et encore une fois qu'ensemble, avec les spécialistes russes et guinéens, avec la compagnie Roussal qui travaille en Guinée depuis 2000, avec tous nos spécialistes guinéens et russes, on est prêt à combattre n'importe quelle épidémie. Les autorités russes et de la Fédération de Roussal Guinée, en faisant cet autre geste humaniste, ont promis de participer activement à l'amélioration de la santé en Guinée. Les travaux de construction d'une dizaine d'écoles des arts et métiers en Guinée sont exécutés à 42%. C'est du moins ce que déclare le ministre de l'Enseignement technique de la formation professionnelle du travail. Selon Damantan Albert Camara, ces écoles, une fois terminées, contribueront à offrir aux jeunes Guinéens un meilleur cadre de formation. Mamadou Alphaba Décryptage. Cette construction des écoles des arts et métiers en Guinée est financée par le Fonds saoudien de développement, la BID et la BAD. Ce financement représente un prêt remboursable sur 40 ans à hauteur de 2% d'intérêt. La fin des travaux était prévue en 2016 et le pourquoi de ce report, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Damantan Albert Camara, répond. Il a fallu revoir les Saoudiens parce que la première échéance c'était fin 2016, mais les Saoudiens avaient suspendu le projet à cause d'Ebola, donc ça nous avait retardé de plusieurs mois. Et une fois que l'Ebola a cessé et qu'on est reparti, il y a eu ce retard qui a été accumulé, donc il fallait refaire un avenant au contrat qu'on avait avec eux. C'est en cours et je pense que les travaux ils s'étaient un peu ralentis puisque les entreprises n'avaient plus le financement, mais ils vont reprendre ces jours-ci et donc on devrait pouvoir tenir les délais parce que le rythme est très bon. En moyenne 42%, parfaitement en phase avec le calendrier qui a été arrêté. Une fois ces centres d'apprentissage réalisés dans le pays, plusieurs opportunités d'emploi seront offertes aux diplômés de ces écoles. Et dès l'ouverture de ces centres de formation, un certain nombre de difficultés seront résolues, à en croire le chef du département. Élargir l'offre de formation, augmenter la capacité d'accueil des établissements et faire de telle sorte que tous ces jeunes qui sont en recherche de compétences aient la possibilité d'apprendre un métier dans des centres dédiés à cet effet avec l'équipement moderne et de nouveaux formateurs. Ça, c'est primordial, c'est important. Je le dis et je le répète, on ne le répétera jamais assez. Ça fera, quand ils vont être ouverts, ça fera 30 ans que la Guinée n'a pas eu une nouvelle école professionnelle dans ce pays-là. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Et c'est grâce au président Alpha Condé qu'on va en avoir une dizaine d'ici 2020. Damantan Albert Camara est conscient que le poids social joue en défaveur de certaines filières, mais tout de même il reste déterminé à mener une campagne de sensibilisation afin de convaincre les jeunes lycéens à s'orienter vers les écoles des métiers qui ont fait des prouesses dans plusieurs pays du continent. À partir de la fin de cette année,
puisque les écoles seront prêtes à accueillir des élèves, nous allons recommencer cette campagne de communication. Nous allons engager tout le monde pour qu'on envoie un maximum de nos jeunes dans les écoles professionnelles afin qu'on rattrape les niveaux de développement d'un pays comme par exemple le Maroc, où l'accent a été mis sur la formation professionnelle, ou les pays du sud-est asiatique. Ce sont ces métiers-là qui ont fait que ces pays se sont développés, Madagascar et l'Éthiopie. Le Rwanda, c'est effectivement les formations intermédiaires, l'apprentissage des métiers qui a permis à ces pays de se développer. Il faut que tout le monde s'y mette. Et je peux vous dire que la campagne de communication qui se fera à ce moment-là, je n'ai aucun doute qu'elle permettra de remplir ces écoles. L'hôtellerie, le tourisme, l'électricité et la maçonnerie sont entre autres métiers enseignés dans ces différents établissements. L'actualité, c'est aussi l'écosystème guinéen qui devient de plus en plus menacé par le fait de l'activité humaine. Celle-ci, selon les environnementalistes, n'épargne ni les fleuves, encore moins leurs affluents. Le cas du fleuve Niger est une parfaite illustration, même si, selon le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, les projets déjà mis en place pourraient sauver les berges de ces affluents. Diao Bachir lui a tendu le micro, suivez son reportage. La dégradation de l'environnement inquiète aussi bien que la menace subie actuellement par les fleuves suite à l'action de l'homme. Le fleuve Niger et ses affluents se trouvent sérieusement menacés de nos jours. Une situation que reconnaît d'ailleurs le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Le fleuve Niger qui est surtout victime de l'ensablement. C'est vrai qu'il y a une dégradation que l'environnement du fleuve Sénégal, du haut bassin est affecté, c'est vrai, mais c'est pas dans le cadre de l'ensablement, surtout c'est la déforestation. Cheikh Talibi Silla, s'exprimant sur les gigantesques projets liés au développement énergétique des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, indique pourtant qu'un programme est déjà mis en place pour sauver les berges des affluents si importants pour le fleuve Niger. Il y a des projets structurants au niveau du programme de gestion intégrée des ressources en eau qu'on appelle le PGIR. Le PGIR réalise des travaux pour pouvoir sauver les berges du fleuve, de ses affluents, le Bakwa et le Bafin, surtout au niveau du Mali, et la Falémé aussi. Ce sont ces trois affluents qui forment le fleuve Sénégal à partir de Bafoulabé. Avec le concours de la CEDEAO, un observatoire sera créé pour préserver les massifs du Fouta Djallon, indique le haut-commissaire de l'OMVS, Cabinet Komara. Actualité politique à présent. L'affaire des 5 milliards de francs guinéens par an est pour le chef de file de l'opposition. Comme une réponse du berger à la bergère, Ousmane Gawal Diallo répond au porte-parole du PDN. Au-delà de Faya François Bruno, puisque c'est de lui est partie cette révélation, le député uninominal de Gawal accuse Lansana Kouyaté de détourner les fonds publics pour s'offrir une vie de luxe à l'extérieur du pays. Décryptage, Li Marema Bailo. Il aura fallu François Bruno pour que l'affaire des 5 milliards de nos francs alloués pour le fonctionnement du chef de file de l'opposition soit étalée sur la place publique. Et depuis, les réactions fusent de partout, de Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, à son entourage. Nul ne veut garder le silence et chacun tente de convaincre que les propos du porte-parole du PDN n'étaient que mensonges. Ce mardi, c'était au tour d'Ousmane Gawal Diallo de répondre en accusant le mentor de Bruno. Il faut le dire comme ils sont. On a écouté d'abord à votre radio ici, c'est M. Bruno qui a été le premier à lâcher un gros mensonge. D'abord, le premier mensonge, c'est de dire que Cellou Dalein reçoit un salaire de 500 millions par mois. Dire que Cellou Dalein touche un salaire, c'est faux. Un budget, c'est pas un salaire. Et le gros mensonge là a été répété par M. Lansana Kouyaté hier, qui parlait de émolument. En français, l'émolument, c'est un salaire ou en tous les cas, frais financiers payés aux avocats ou à des officiers ministériels par décret. C'est ça qu'on appelle un émolument. Donc quand j'entends Lansana Kouyaté monter sur ses grands chevaux durs les émoluments de chef de file, mais c'est faux. Il n'y a pas d'émolument. Comme pour dire que le débat n'a pas son sens, selon le Lu de Gawal, le chef de file de l'opposition n'est pas encore entré en possession de ce budget pour des raisons diverses. L'argent a été viré, lui a été notifié. Il n'a pas pris un centime. Il n'est même pas encore capable à l'heure actuelle de sortir l'argent, parce que pour sortir l'argent, il faut un siège. Et lorsque Bruno s'est permis de parler, la réponse pour nous était claire et elle est vérifiable encore aujourd'hui. Nous avons dit non seulement Cellou Dalein n'a touché aucun
cet argent. Et puis, le budget ne figurait pas sur le budget national voté. Et la seule source de prélèvement, c'est les fonds communs. Et ces 3 informations que nous avons diffusées, aussi bien Fodé Oussou, Alpha Bakar, moi-même, sont encore disponibles en ligne. Et c'est la vérité stricte. Pour défendre son président, le député uninominal de Gawal invite Lansana Kouyaté à expliquer aux Guinéens la source du luxe qu'il s'offre à l'étranger, comme ses hôtels. Parce que quand on entend le PEDN faire comme si il faisait une révélation d'une... J'ai même entendu des gens dire c'est la corruption. Mais est-ce qu'ils pèsent leurs mots? J'ai entendu M. Kouyaté hier, j'avais honte à sa place. Parce que c'est quelqu'un qui a assumé de grandes responsabilités dans ce pays et qui a été impliqué dans des situations de trafic d'argent, de trafic financier de notre fonds, qu'il est allé domicilier au BNP de Paris, que tout le monde connaît. Dans les fonds du coton, on connaît les histoires de M. Kouyaté. Qu'il vienne expliquer aux Guinéens comment il a acheté un hôtel particulier à Paris, dans le 8e étage, à 5 millions d'euros. Qu'il explique aux Guinéens comment un fonctionnaire guinéen gagne 5 millions d'euros. C'est le quartier le plus cher de Paris. L'on s'interroge quand la fin de ce tintamarre autour du budget alloué au chef de file de l'opposition, quand on sait que ce budget a été voté par l'Assemblée nationale. Cette affaire, si elle est d'une grande importance pour alimenter le débat politique, elle n'en est pas moins pour les acteurs de la société civile. Interrogé sur la question, même le président de l'Observatoire citoyen pour la défense des droits de la République déclare que ce fonds qui est du contribuable guinéen, puisqu'il est accordé par la loi, il revient au chef de file d'en faire bon usage. Pour Mamadi Troakaba, Cellou Dalein Diallo doit penser à mettre en place un cabinet pour faire le travail qui est le sien. Bontoura Biketa, décryptage. Cette affaire de budget de fonctionnement du chef de file de l'opposition, s'il polarise les débats dans la cité, il n'en reste pas moins pour les acteurs de la société civile. C'est dans ce sens que le président de l'Observatoire citoyen des droits de la République s'y est intéressé pour expliquer le mode d'utilisation de ce budget qui est en fonds public. On devait expliquer aux concitoyens que ce montant sera utilisé pour, par exemple, recruter des experts, pour recruter des personnes qui ont vraiment une expertise sur ces questions-là, pour mieux contrôler le gouvernement et informer les citoyens sur la mauvaise gestion éventuelle qui est en cours. Le FDG est certes l'un des plus grands partis politiques de l'opposition, mais pas l'unique. Lui octroyer donc à lui seul ces 5 milliards de francs guinéens par an serait une injustice et une discrimination à l'égard des autres partis politiques du pays. C'est le parti majoritaire de l'opposition, mais ce n'est pas le seul parti. Donc on ne peut pas donner un montant à un parti pour qu'il se prépare. Ça, je trouverais cela comme de la discrimination. La polémique donc autour de cet argent découlerait, selon Mamadi Troakaba, d'une part, du silence de Cellou Dalein Diallo et d'autre part, de sa communication après l'information. L'usage du montant ne peut pas être comme celui qui a été expliqué par le chef de l'opposition, le chef de file de l'opposition actuelle. Je pense là, donc, c'est à ce niveau que la communication n'a pas été bien faite, parce que ça donne un signal aux citoyens, comme quoi, et lui aussi, il partage le gâteau. Et la mauvaise pratique ou la mauvaise gouvernance qu'il dénonce, il veut lui aussi prendre part à cette mauvaise gouvernance-là. Cellou Dalein Diallo devrait-il donc revenir sur sa communication pour faire taire les rumeurs? Gros point d'interrogation. Autre élément politique de l'actualité, l'Union des forces démocratiques de Guinée après l'honorable Aboubakar Souma. C'est le jeune Amadou Ouri Inteleba qui quitte le navire. Pour le député Ousmane Gawal Diallo, même si au sein du parti il y a des adhésions tous les jours, force est de reconnaître que chaque départ d'un militant, sympathisant ou autre cadre est l'expression d'un échec de pédagogie dans le parti. Un fait que l'élu de Gawal regrette. Suivez-le. Chaque départ nous questionne quelles sont nos responsabilités, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Et ça nous amène, avec toute humilité, de nous adapter à la nouvelle situation et à essayer d'offrir mieux. Bon, c'est tout. Pour le jeune Intello, personnellement, c'est un échec personnel parce que c'est un ami, c'est un jeune avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Bon, peut-être qu'on n'a pas su vivre venir. Maintenant, bon, c'est la politique. Mais chaque individu a à un moment donné des choix difficiles à faire. Il a estimé que le meilleur choix pour lui, c'est de quitter le parti pour rejoindre le RPG. Je ne l'aurais pas conseillé de faire ça parce que c'est beaucoup de crédit qu'il a construit autour de l'UFDG. Mais bon, ma foi, moi, je lui souhaite bonne chance. Je dis, après, l'UFDG doit développer aussi sa pédagogie, son approche
pour essayer d'anticiper sur des événements qu'ils pourraient maîtriser malheureusement. Mais sur ce cas d'espèce, on n'avait pas de solution pour anticiper. Mais il faut qu'on soit plus prévenant et ça c'est le travail de chaque pédagogue, de chaque responsable du parti et nous avons pris acte de son départ et nous essayons de faire les efforts nécessaires pour amener le parti à plus de performance. Autre fait de l'actualité, cette fois pas politique. En marge de la célébration de l'an 40 de la télévision nationale, la RTG Boulbinet invite à la découverte des anciens équipements datant de la naissance de cette maison appelée à l'époque la Voie de la Révolution. Cette initiative des responsables techniques de la RTG Boulbinet qui explique que le fonctionnement vise à rappeler les souvenirs et interpeller les autorités sur leurs conditions de travail. Notre reporter Saloum Kondé a visité ce mardi ce musée dans la commune de Kaloum. Suivez. C'est dans la grande salle du bâtiment principal de la RTG Boulbinet qu'un espace est dédié à l'exposition de ces équipements radio et télé d'une génération révolue. Dans cette sorte de petit musée où les visiteurs se font rares, on aperçoit des magnétophones, caméras, consoles et même des projecteurs de plateaux TV. Parmi les conservateurs de ces matériels, Silatigi Bamba, ancien technicien à la Voie de la Révolution d'alors. Devant nos caméras, il se souvient encore d'une fausse note qui lui est arrivée lors d'une mission avec le responsable suprême de la Révolution, Feu Ahmed Sékou Touré. Mais malheureusement pour moi, le Nagra n'enregistrait pas. De Labé, de Kankan, on vient à Conakry. Et moi, je prends la bande, le discours, le président m'avait dit il faut multiplier les copies des discours pour que chaque délégation zaïroise ait une copie. Moi, je rentre au studio B, pour pouvoir faire la copie, je mets la bande roche, rien là-dessus. Tout au départ, vive le camarade président Sékou Touré, et c'était fini. Le reste, c'était du vent. J'avais mon collègue zaïrois journaliste qui était venu un peu en retard et qui m'a demandé de lui céder une place afin qu'il puisse enregistrer. Et je lui ai donné la sortie du Nagra pour lui donner la modulation. Il a pu enregistrer tous les discours. Et ce jour, j'étais arrêté à l'escalier, c'est les mêmes escaliers ici. Le soir, quand il est venu me dire, dis donc, quel serait le programme de ce soir, après le spectacle? Je dis, moi, je n'ai pas de programme. Ce qu'il y a, allons à ton hôtel, tu me remets toi tes bandes pour que je pique les discours. Et c'est lui qui m'a sauvé ce jour. Après 40 ans d'activité dans l'analogie, la RTG connaît ces dernières années une évolution dans le numérique. Cette évolution technologique, selon certains techniciens, constitue un handicap pour ce médium. D'un côté, le monde entier est en numérique. Nous, on est en semi-numérique, analogique numérique. Et nous, les anciens qui avons été formés avant le numérique, nous connaissons l'analogique. Et le numérique est venu. Les jeunes qui sont là actuellement ne connaissent pas l'analogique. Ils ne connaissent que le numérique. Donc, ça fait déjà un fossé. Mais nous essayons quand même de nous adapter. Ce que nous connaissons, nous mettons à leur disposition. Ce qu'eux aussi, ils ont appris à l'école, nous essayons d'apprendre avec eux. Cette exposition met non seulement en lumière les missions de sauvegarde, mais aussi attire l'attention des autorités sur les besoins de rénovation de cette télévision. Nous avons exposé tous ces équipements, vu l'état actuel de la RTG Boulbinet, pour qu'on sache qu'avec certains de ces équipements, nous continuons à travailler. La rénovation est nécessaire. La nouvelle technologie, avec les numériques, incontournables, on en a besoin à Boulbinet. Heureusement qu'Oloma déjà se réjouit de ce qu'elle a. Alors nous tenons à ce qu'on ait aussi de nouveaux équipements. Heureusement, il y a des promesses qui bientôt vont se réaliser. Ça, on est sûr et certain. Et en même temps, nous exposons ça pour rendre hommage aux défunts qui ont utilisé ça et qui ne sont plus parmi nous. Parce que qui peut parler des Nagra, des consoles noir-blanc, des caméras noir-blanc, sans parler de ceux-là qui les ont utilisés. Donc nous rendons hommage à nos défunts. Dans la salle d'exposition, des souvenirs ne manquent pas. En plus des équipements, des photos aussi sont bien conservées.
Sur le continent, l'on s'avance vers un retour au calme en Côte d'Ivoire. Le gouvernement annonce avoir trouvé un accord avec les mutins. Les armes se sont tuées à Boaké et à Abidjan. Les soldats mutins ont accepté de retourner dans leur caserne, mais la population reste prudente, même si la vie reprend doucement. Suivez. Ce mardi matin, à Boaké, la police reprend le contrôle de la rue. On est content pour l'accord qui a été trouvé. On a trouvé un terrain d'entente. Nous allons rentrer en caserne. Les soldats mutins libèrent la sortie sud de la deuxième ville de Côte d'Ivoire, comme ils l'ont fait ces dernières heures ailleurs, à Boaké ou à Abidjan, la capitale économique. Les commerces rouvrent leurs portes après 4 jours de blocage et d'incertitude. Depuis vendredi, employés et travailleurs étaient restés chez eux. Ce matin, on n'est pas embrouillé, on est venu au travail tranquillement. Donc on constate que c'est bon. On pense que tout est résolu. Aucun détail ne filtre pour le moment sur les modalités de l'accord entre les militaires et le gouvernement. Accord annoncé à la télévision lundi soir par le ministre de la Défense. Une annonce d'abord accueillie par des tirs des militaires concernés, sans que l'on sache s'il s'agissait de tirs de joie ou de colère. Les mutins réclamaient l'application d'un premier accord financier signé au début de l'année. Les reliquats de primes promis pour le mois de mai n'avaient pas encore été versés. Cette somme qui va décaisser va encore engendrer autre grève. C'est-à-dire que les factionnaires, les autres armées encore vont s'élever encore pour faire la même chose. Donc franchement, ça ne va pas. Si le gouvernement semble avoir cédé rapidement, c'est que le mouvement commençait hier à s'étendre dans le sud-est du pays notamment. Les incidents depuis vendredi ont fait 1 mort et au moins une vingtaine de blessés. En interactualité en France, Édouard Philippe, nommé hier Premier ministre, doit annoncer la composition de son gouvernement dès demain mercredi. Alors, qui en fera partie? Plusieurs noms reviennent avec insistance. Seule certitude pour le moment, la parité entre hommes et femmes devrait être respectée. Suivez. Qui sera aux côtés d'Édouard Philippe? La réponse est attendue en fin de journée. Une seule certitude, le gouvernement doit être composé d'environ 15 personnes, la parité respectée, et au moins un tiers de ministres seraient issus de la société civile. Certains semblent tout de même incontournables, comme Jean-Yves Le Drian qui pourrait conserver la défense. Piliers de la campagne d'Emmanuel Macron venu du PS, Richard Ferrand et Gérard Collomb sont les favoris pour le ministère de l'Intérieur. Christophe Castaner lui est pressenti au développement durable. Jean-Paul Delevoye, ancien chiracien, pourrait entrer au ministère de la Justice. Enfin, François Bayrou pourrait être récompensé aux affaires étrangères. À droite, plusieurs prises possibles. Bruno Le Maire se verrait bien au Quai d'Orsay ou à la Défense. La Défense qui intéresserait également Nathalie Kosciusko-Morizet. Et pour le Quai d'Orsay, Jean-Pierre Raffarin est également évoqué. Autre nom cité à droite, Franck Riester, peut-être à la culture, et Arnaud Robinet à la santé. Plusieurs femmes centristes sont également pressenties comme Corinne Lepage à l'éducation nationale, Sylvie Goulard aux affaires européennes, Marielle de Sarnez au commerce extérieur. Du côté de la société civile, Anne-Marie Hydrac, ancienne patronne de la RATP, pourrait être à Bercy. Également cité, Thierry Breton, ancien ministre de Jacques Chirac. Nicole Notat, ancienne patronne de la CFDT, pourrait prendre la tête d'un gros ministère du Travail. Nicolas Hulot serait cette fois prêt à accepter un ministère de la transition écologique. Axel Tessandier et Astrid Panossian, deux proches d'Emmanuel Macron, pourraient également entrer au gouvernement. Aux États-Unis, l'article du Washington Post a fait l'effet d'une bombe. Selon le quotidien américain, Donald Trump aurait effectivement divulgué des informations confidentielles au ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. C'était lors d'un entretien dans le bureau ovale. Suivez donc. Mercredi dernier, le président invite les Russes à la Maison-Blanche, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, et l'ambassadeur. Et Donald Trump est bavard, tellement bavard que des officiels préviennent le Washington Post. Donald Trump aurait révélé une information top secret, car obtenue par une taupe d'un pays allié infiltré dans le groupe État islamique en Syrie. Les djihadistes piégeraient des ordinateurs portables pour les faire exploser dans des avions de ligne. Donald Trump aurait même dit dans quelle ville enquête la taupe. Faux, répond la Maison-Blanche. L'histoire telle qu'elle est rapportée est fausse. Le président et le ministre russe ont passé en revue des menaces communes pour les deux pays, y compris pour leur aviation civile.
À aucun moment, ils n'ont évoqué les sources ni les méthodes de renseignement. Mais les démocrates demandent déjà une enquête. Ils parlent d'une faute qui met en danger un pays allié. Et même les républicains comme John McCain, embarrassés, attendent des détails. L'affaire peut être grave pour Donald Trump. Rappelez-vous son argument de campagne contre Hillary Clinton. Elle aurait mis en danger la sécurité du pays en utilisant une boîte mail privée. Hillary doit aller en prison. Et l'affaire intervient juste après que le président a limogé le patron du FBI, en pleine enquête sur des liens entre l'équipe Trump et la Russie pendant la campagne électorale. Et pour terminer, les suites à présent des enquêtes sur la cyberattaque mondiale de vendredi. Selon plusieurs experts en sécurité informatique, la Corée du Nord pourrait se cacher derrière cette cyberattaque sans précédent. Suivez. Voici à quoi ressemble un écran infecté par le logiciel malveillant WannaCry. Ici à Tokyo, le géant japonais de l'électronique Hitachi peine encore aujourd'hui à se remettre de la cyberattaque qui a affecté quelques 300 000 ordinateurs dans le monde depuis vendredi. Le message demande clairement à l'administrateur du système de payer une rançon de $300 et que si elle n'est pas payée dans les 3 jours, elle sera doublée. Du Japon aux États-Unis, les experts en cybersécurité au chevet des entreprises touchées. Certains ont déjà établi des liens avec la cyberattaque dont avait notamment été victime en 2014 la société américaine Sony Pictures Entertainment. Nous avons mis en évidence des premiers indices qui semblaient liés WannaCry à un groupe connu sous le nom de Lazarus. Ce sont eux qui sont notamment derrière les attaques de Sony. Ils avaient aussi opéré une attaque massive et destructrice du réseau de télécommunications et de plusieurs banques sud-coréennes. Une cyberattaque que les gouvernements sud-coréens et américains avaient alors attribuée à la Corée du Nord. Même si le groupe cybercriminel Lazarus est dans le viseur, les preuves en l'état sont encore insuffisantes, pointent les experts. Même discours du côté des services de sécurité européens et américains. L'enquête continue et la vigilance reste de mise. Les spécialistes préviennent des risques dans les jours ou les semaines à venir de répliques. 150 pays secoués, un séisme virtuel qui a paralysé l'activité des services de santé britanniques ou du constructeur automobile français Renault, dont la principale usine à l'arrêt hier a repris ses activités ce matin. Voilà, mesdames, messieurs, retrouvez cette édition sur notre site d'information www.tamtamguinée.com et c'était tout au compte de cette édition. Merci de votre attention et au revoir.